En manchette ce soir, risque élevé de feux de forêt dans la région. La Sopfeu invite à la prudence. Nouvellement ministre, Mendigo Masti assure qu'elle endossera ses responsabilités de députée. Je pense que c'est un gros défi. C'est comme tu as deux rôles, tu sais, deux rôles très importants. Après 3 morts en 10 ans sur l'avenue Granada, Rouyn-Noranda veut que la vitesse soit réduite. La résolution, elle est surtout pour demander au ministère des Transports de faire une étude sur la sécurité compte tenu des différents événements. Bonsoir à tous, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour le TVA 18h. La saison estivale n'est pas encore tout à fait commencée, mais la Sopfeu observe déjà des risques de feux de forêt élevés et même extrêmes par endroits sur le territoire témiscabitibien. L'organisation explique que le printemps est propice aux feux de forêt, étant donné qu'il y a un bon nombre de résidus organiques au sol laissés par Dame Nature à la fin de l'automne. La Sopfeu déconseille donc fortement de brûler des rebus sur son terrain, puisque c'est souvent l'élément déclencheur d'un feu de forêt à ce temps-ci de l'année. Il va falloir rester vigilant jusqu'à ce que la météo change, c'est-à-dire qu'on ait un peu plus d'humidité. Donc, il y a des probabilités en fin de semaine d'avoir un peu de pluie un peu partout à la grandeur du territoire. Ce qui est particulier de la saison printanière, c'est que les indices vont varier beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un indice qui est très bas à un indice qui devient élevé à très élevé en dedans d'une journée ou deux. Et en politique, on l'apprenait hier, la députée libérale Mendigo Masti a été nommée ministre des Services aux Autochtones dans le nouveau cabinet des ministres sous Mark Carney. Mais comment Mme Gold-Masti compte-t-elle endosser ses responsabilités de ministre tout en assurant une présence dans ses circonscriptions? Félix Blaquière s'est entretenu avec elle. Je pense que c'est un gros défi. C'est comme tu as deux rôles, tu sais, deux rôles très importants. Mendigo Masti admet que ce sera un défi d'assurer une présence dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Ayu tout en endossant ses responsabilités de ministre des Services aux Autochtones. Mais elle assure du même souffle qu'une assiduité sur le territoire est en tête de ses priorités. Mon intention, c'est quand même d'être présente dans ma circonscription parce que je pense que c'est important que le monde sache que je travaille pour eux autres comme députée. Aussi, tu sais, une de mes priorités durant la campagne, c'était de créer une table entre-régionale avec tous les groupes qui sont présents. Je pense que ça va aider beaucoup. L'élu a l'intention de travailler avec ses homologues responsables des relations couronnes autochtones et des affaires du Nord dans son mandat de ministre. Je vais travailler très proche avec le ministre Chartrand, la ministre aussi Attlee. On envisage de travailler ensemble comme un trifecta pour avoir une approche unique, pour assurer que les services, la manière qu'on travaille pour le monde autochtone au Canada, ça a une nouvelle approche. Je pense que c'est ça ma première priorité. Lors de son assermentation, Mendigo Masti n'a parlé qu'en anglais, ce qui a été reproché par des médias québécois. Aujourd'hui, elle avoue qu'elle aurait dû faire une allocution bilingue. Dans un moment où il y a comme tout le monde se regarde et est un peu nerveux, c'était pas la manière que je voulais, utiliser mon français, mais je vous assure, je suis ministre, j'ai besoin de parler les deux langues, c'est important pour moi. Dans les prochains jours, Mendigo Masti prévoit s'installer en tant que ministre, c'est-à-dire ouvrir son bureau, engager son équipe et recevoir les lignes directrices de son premier ministre, Mike Carney. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et 3 semaines après le décès d'un adolescent de 17 ans sur l'avenue Granada à Rouyn-Noranda, la ville veut que le secteur soit plus sécuritaire. Et William, elle interpelle directement le ministère des Transports. Oui, Kémilia, l'administration demande que le MTQ, dont cette route est sous la responsabilité, fasse une étude pour sécuriser le tronçon à 70 km/h entre la rue Guy, dans le quartier industriel, et le noyau villageois de Granada. Et pendant l'étude, on souhaite abaisser la limite de vitesse de 70 à 50 km/h. Le conseiller municipal de Granada-Bellecombe, Yves Drolet, m'expliquait que c'est loin d'être le premier incident du genre qui survient dans le secteur. Tous se rappellent des 2 adolescentes happées mortellement à l'entrée de Granada en 2007, mais il y a aussi eu d'autres incidents impliquant des piétons survenus au fil des années. C'est pour ça que le sujet a été abordé au conseil de ville lundi soir. On écoute le conseiller. Comme on en est là, je ne peux pas laisser aller ça. Et puis, vous remarquerez que lorsqu'on
qu'on sort du centre de Rouyn-Noranda pour s'en venir ici, il y a déjà un endroit où c'est serpentant en montant, avec une courbe. Le soir, à la pluie, la neige, c'est pas si évident que ça. Fait que donc, qu'on prend vraiment le temps de faire le tour, c'est ce qu'on demande. Et William, du côté du ministère des Transports, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme mesure? Les membres du conseil municipal aimeraient bien qu'un meilleur éclairage soit présent et un plus grand accotement, mais ce genre de mesure pourra seulement être recommandé après la fin de l'étude du ministère des Transports. Et au sujet de la demande de réduction de vitesse pendant l'étude, le ministère indique que ça ne serait pas possible, car il faut que les analyses soient effectuées avant d'y procéder. Vous pouvez entendre la conseillère en communication du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Une baisse de limite de vitesse, c'est toujours suite à une étude que c'est réalisé ou pas, parce que ça peut être refusé aussi, là, une demande comme ça. Fait que tout dépend. Il y en a eu une dans le passé, mais c'est dans un secteur qui appartient à la ville. Fait que ça relève de la ville à ce niveau-là. Et en terminant, Kémélia, le ministère des Transports et de la Mobilité durable mentionne attendre l'envoi de la résolution de la ville avant de se prononcer sur une future étude. À suivre donc. Merci, William. Je vous en prie. Et d'ailleurs, la ville de Rouyn-Noranda souhaite installer des radars de vitesse de sensibilisation et aussi réduire la vitesse dans 2 zones scolaires, notamment devant l'école d'Alembert sur la rue Saguenay et devant l'école de Bellecombe sur la route des Pionniers. L'administration doit recevoir l'autorisation du ministère des Transports avant de pouvoir aller de l'avant, comme les routes sont sous leur responsabilité. Et le coût de l'opération totalise 24 000 $. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait « Pensez-vous que la vitesse devrait être réduite dans certains secteurs résidentiels? » Vous avez répondu oui à 71 %. Et on poursuit en éducation. Malgré qu'elle traverse une période difficile en raison des compressions, l'UQAT pourra finalement aller de l'avant avec la construction de son nouveau pavillon de santé à Rouyn-Noranda. Olivier Morin nous donne tous les détails. Le conseil d'administration de l'UQAT a donné ce mercredi le feu vert pour la construction du futur pavillon. Il va abriter une clinique interdisciplinaire en santé globale qui va permettre à ce que des professeurs de 4 de nos départements puissent amener plus loin leurs étudiants et étudiantes. Donc, on parle ici de sciences infirmières, on parle aussi de psychoéducation, de travail social et d'art-thérapie. Et on parle aussi d'autres domaines de la santé, comme par exemple santé-sécurité au travail. Il manquait 775 000 $ à l'établissement pour être en mesure de faire lever de sous terre le bâtiment. Au total, c'est un projet d'un petit peu plus de 39 millions, la construction de l'agrandissement et de la clinique. Et ce matin, le conseil d'administration a entériné une résolution là, donnant un contrat de construction là, parce que la construction en tant que telle a une valeur d'un peu plus de 26 millions. Le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, assure que le projet respectera les coûts prévus et ne retournera pas à la table à dessin. C'est un projet canné, c'est un projet officiel, donc il y aura agrandissement et l'ajout d'une clinique interdisciplinaire en santé là, pour l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. La construction du nouvel édifice sera assurée par le même entrepreneur que celui du tout nouveau centre aquatique. L'entrepreneur qui a été sélectionné, le plus bas soumissionnaire et qui répondait à l'ensemble des critères de l'appel d'offres que nous avons, c'est le groupe Géser. Donc c'est le même groupe, le même entrepreneur qui construira le complexe aquatique ici à Rouyn-Noranda. La vice-rectrice à l'enseignement et à la réussite, Manon Champagne, souligne le plus qu'apportera le nouveau pavillon aux étudiants. Ce que la clinique va leur apporter de plus, c'est une capacité de vivre des expériences beaucoup plus concrètes avec des gens de la région qui vont souhaiter consulter la clinique soit pour du sur-rendez-vous ou encore pour des suivis, dans le cas par exemple de maladies chroniques. Une rencontre pour planifier l'échéancier avec l'entrepreneur aura lieu sous peu. La première pelletée de terre devrait avoir lieu cet été. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et du côté de Val-d'Or, la société Novinor a fait le point aujourd'hui sur la possibilité de construction d'un centre d'expertise qui réunirait plusieurs acteurs industriels. On décortique le tout avec Alexis Dumont.
Le projet Novinor souhaite voir le jour d'ici les prochaines années à Val-d'Or. Plusieurs acteurs de l'industrie de la région, principalement du secteur d'Abitibi-Est, ont prêté leur voix aujourd'hui en exprimant leur vision par rapport à ce type de projet. On s'attend à ce que ça soit concrétisé, c'est ça. C'est de se doter dans le projet d'avoir un lieu physique, mais avant tout, c'est de faire de la place et de l'innovation. Donc aujourd'hui, on avait l'occasion de se réunir avec beaucoup d'influents acteurs du milieu économique de Val-d'Or pour mettre l'innovation au cœur de nos discussions. Des échanges salués par le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, qui voit un avantage à l'aboutissement de Novinor. Je pense que l'avantage principal, c'est le corollaire qui peut se faire entre les différentes entreprises et les organisations du territoire. Je pense que ça, c'est les deux éléments, je pense, qui sont les plus avant-gardistes de voir un centre d'innovation comme Novinor s'installer dans un milieu comme Val-d'Or. Il y a moins d'un an, une halle d'innovation de la formation avancée a vu le jour à Rivière-du-Loup. Sa directrice générale adjointe est d'avis que plusieurs aspects positifs ressortent d'un tel établissement et elle voit beaucoup d'avantages à ce que Val-d'Or ait le sien prochainement. L'ancrage régional fait que ça nous lie beaucoup, il y a des complémentarités à trouver et puis nous, on pense qu'on va avoir probablement des projets en commun. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis venue ici. Donc quand l'invitation est venue de participer à ce panel, maintenant que les IFA ont été lancés en juin dernier puis qu'on va bientôt fêter notre premier anniversaire, on a un petit recul sur le travail qui a été fait puis on peut s'en servir pour donner quelques conseils à nos collègues de l'Abitibi. La complémentarité, ça a toujours du bon. On regarde les choses avec différents angles et puis ça permet aussi de ne pas oublier certaines perspectives. Donc ce que je trouve d'important là-dedans, c'est que de mêler différents interlocuteurs avec chacun leurs expériences et leurs expertises, ça vient en fait accélérer un peu le processus décisionnel. La question maintenant est, que manque-t-il à Val-d'Or pour avoir le sien? On a besoin de l'appui du gouvernement pour aider à boucler le financement du projet. Donc, sachant qu'on a déjà les appuis des entreprises, on espère avoir une réponse d'eux dans les prochains mois pour être en mesure de lancer officiellement le projet. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et dans le dossier de la demande d'action collective contre Glencore et Québec maintenant, après avoir entendu les arguments du gouvernement de la province hier, c'était au tour des avocats de la fonderie Horn de défendre leur position. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Une demande démesurée. Des milliards réclamés en dommages moraux, une menace existentielle pour la fonderie Horn. D'entrée de jeu, Glencore a été clair, les enjeux sont énormes. Et pour l'avocate Marie-Ève Maillé du cabinet qui représente les demandeurs rouyn-norandiens, l'important dossier émane d'une problématique tout aussi importante. Le dossier a une grande ampleur parce que la pollution a une grande ampleur, parce que la contamination que subissent les gens à Rouyn-Noranda est particulièrement étendue, large et dure depuis très longtemps. Un argument qui a toutefois démenti avec véhémence l'avocat de Glencore, qui est d'avis que les risques de maladies liées à la qualité de l'air à Rouyn-Noranda seraient surestimés. Les émissions d'arsenic ne représenteraient, selon ses dires, pas un risque réel et le lien entre les causes des maladies chez les citoyens et les effets des gaz ne sont pas si évidents que ça. Dans tous les cas, pour Québec et Glencore, la population était très au courant des risques, si minimes soient-ils. Un argument qui ne passe pas aux yeux de Mme Desgagnés du comité Arrêt, fidèle au poste dans l'audience depuis lundi, comme plusieurs autres. Toujours plate un peu d'entendre un gouvernement, un État qui, en principe, est là pour la santé de la population, puis qui dénigre, là, puis qui dit que les gens auraient dû savoir, puis que c'est ça. On nous dit, écoutez, les gens avaient juste à fouiller sur Google, puis ils auraient pu comprendre ce qui se passait. Ils auraient dû aller lire le rapport de santé publique. Ils ont dit que les gens étaient négligents de ne pas s'être informés. Bien, alors, moi, je pense qu'il y a eu bien de l'énergie pour les rassurer. Les défendeurs terminaient aujourd'hui la présentation de leurs arguments. Les plaidoiries pour autoriser ou non le dépôt d'une action collective se termineront jeudi, théâtre de la réplique des avocats des demandeurs. Et pour la suite? D'ici la mi-novembre, on va savoir ce que le juge autorise ou non l'action collective. Puis ensuite de ça, il faut déposer une demande introductive d'instance. Il va falloir mettre le dossier en état. Donc, on parle d'un procès pas avant 2028-2029. Le tribunal pourrait dire que c'est entièrement Glencore qui est responsable. Donc, ce serait que lui qui paierait à ce moment-là, que la compagnie. Mais il pourrait dire aussi que c'est entièrement le gouvernement. Il pourrait dire que c'est les deux. Il pourrait dire que c'est aucun des deux aussi. Fait que là, on ne sait pas. Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Et la MRC d'Abitibi s'associe à Onibi pour promouvoir son territoire, une canette d'eau à l'image du secteur et qui invite les gens à consulter les attraits grâce à un code QR a été dévoilé.
Selon la directrice générale du CLD d'Abitibi, cette initiative pourrait inciter certaines personnes à venir découvrir le territoire pour éventuellement s'y établir de manière permanente. Dans le fond, la démarche Défi RH a toujours voulu avoir une campagne d'attraction, aussi avoir une notoriété territoriale. Donc, on veut sortir de la région pour aller chercher des travailleurs. C'est un peu ça la démarche, essayer de se trouver une façon de faire connaître l'Abitibi-Témiscamingue, la MRC. Maintenant qu'on appelle avec notre campagne, là, le nom de notoriété, c'est Amos Arcana. Donc, faire connaître notre petit coin de territoire pour que les gens s'intéressent et peut-être venir s'installer ici. Et on revient sur le mandat de grève des paramédics de la région affiliés à la CSN. On vous en parlait hier. Bon, maintenant, le gouvernement réitère l'obligation des ambulanciers de maintenir les services essentiels en cas de grève. Et ils ajoutent que les syndicats des ambulanciers seront traités équitablement avec ce que 98 % des salariés des secteurs publics et parapublics ont accepté jusqu'à maintenant. Donc, le cadre établi dans la dernière ronde de négociations ne sera pas remis en question. La CAQ invite finalement les syndiqués à poursuivre les discussions à la table de négociation. On va maintenant parler du métier de policier, puisque c'est du 11 au 17 mai que se tient la semaine de la police sous le thème « Au cœur de l'action, l'humain avant tout ». C'est donc l'occasion de mieux comprendre le travail quotidien de ceux et celles qui assurent la sécurité de la population. Plusieurs activités sont organisées avec les différents corps policiers de la province. Le ministère de la Sécurité publique vous invite à aller à la rencontre des agents de la paix de votre localité et aussi à participer aux activités de la semaine de la police. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. 3 femmes marquantes de la musique québécoise débarquent dans la région pour présenter le spectacle Elle. Restez avec nous après la pause. On aura Luce Dufault, Lulu Hughes et Kim Richardson en entrevue. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 29 avril s'est déroulé le gala régional du 27e défi Ose entreprendre nord du Québec à Chapais. Le gala a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l'action. 24 prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leurs projets, leur créativité, leurs valeurs et leur modèle d'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. Des bourses totalisant plus de 31 000 $ ont été décernées dans la région du nord du Québec. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Au culturel, Justine, 3 femmes marquantes du monde de la musique au Québec se sont alliées dans le spectacle Elle. Et là, t'es chanceuse, les 3 icônes sont en ta compagnie. Oui, Kémélia, ce sont bien Luce Dufault, Kim Richardson et Lulu Hughes qui sont dans le spectacle Elle, qui est de passage en région cette semaine avec leur répertoire de jazz, folk, rock, rhythm and blues et même plus. La représentation de ce soir au Théâtre du Cuivre est complète, mais il restait quelques billets, pour la représentation de demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Et je suis en compagnie des 3 femmes extraordinaires du spectacle Elle. Et je dois commencer en souhaitant bonne fête à Loulou. C'est votre anniversaire! Comment vous vous sentez là, de célébrer ça avec le public du Théâtre du Cuivre? Bien, c'est super, mais c'est surtout que je célèbre ça avec mes chums de filles. C'est surtout ça, mais oui, non, mais on pense à d'autres choses. Et le spectacle Elle, ça part d'où tout ça, l'idée de partir les 3 ensemble en tournée à travers le Québec? Bien, l'idée de départ, ça venait de mon chum, mais aussi de nous deux. On se disait souvent depuis des années, il faudrait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis on a eu un meeting, un repas chez nous il y a de ça quelques années. Hein? En 2015. Puis on jasait de ça. Puis là, on préparait quelque chose. Puis Loulou, elle a eu des pépins de santé, qu'on sait. Donc, on a pousser ça. Puis là, il y a eu la pandémie en plus, plein de projets personnels, tout le monde. Fait que quand on est revenu à la charge avec ça, quand mon chum est revenu à la charge avec le projet, on s'est dit, pourquoi on ne le fait pas à 3? Ouais. Puis ça a été, comme on dirait en anglais, un no-brainer. D'aller demander à Kim si ça lui tentait de faire ça avec nous autres. Et comment ça fonctionne, ce spectacle-là? Est-ce que vous êtes toujours toutes les 3 sur la scène? Vous avez chacun vos petits moments pour les gens qui vont venir ce soir, là, à quoi ils peuvent s'attendre? Tout ça, là. Le plupart, on est sur scène, mais surtout, il y a comme toujours une soliste et 2 choristes
dans les coulisses. Vous laissez chacune briller. Des fois, on fait des chœurs en coulisses, des fois, on fait des chœurs sur scène. Puis des fois, on est 3 sur scène en même temps à se partager plein de tunes. Est-ce que ça a été difficile de faire un choix pour les chansons à travers tout votre répertoire? Oui, très difficile. Ça a été long. Quelques semaines avant le spectacle, on n'était pas encore certaines à 100%. Non. Pour vrai. Oh mon Dieu! Trop de choix. Ben, c'est ça. C'est ça a été difficile. Ben, c'est des choix multipliés par 3, puis même par 4 avec le metteur en scène, puis je dirais même plus avec les musiciens. Fait qu'on se relançait la balle, tout le monde, puis ouais. Et je termine rapidement en vous demandant qu'est-ce qui est le plus le fun là, de partir en tournée comme ça en gang de filles? C'est de partager la scène ensemble, les 3. Puis de se sentir en sécurité tout le temps. S'il y en a une qui ne va pas, ben, les 2 autres sont là. Avec une équipe extraordinaire aussi. Fait que... Les gars sont magnifiques. Les techniciens, on a vraiment comme... C'est vraiment très, très, très cool. Moi, à date, je vous dirais que c'est ma plus belle tournée. Vraiment. Non, c'est vraiment... il se passe de quoi? Autant sur scène qu'en coulisses que dans le truck, je vous dirais. On rigole beaucoup, beaucoup, puis on mange très, très bien grâce au mari à l'us du faux. Ça, il faut le noter. Un gros merci à vous 3. Puis le public à la maison, si vous voulez venir voir, il reste des billets demain à Val-d'Or, je vous le rappelle. Et ce soir, c'est complet. Alors, les gens qui viennent au Théâtre du Cuivre, là, vous allez passer une excellente soirée, je crois bien. Le Val-d'Orien Marc-Antoine Bernier s'est qualifié sur l'équipe canadienne pour les championnats du sauvetage sportif du Commonwealth. On en reparle tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Le Val-d'Orien Marc-Antoine Bernier a fait partie de l'équipe canadienne pour les championnats canadiens de sauvetage en piscine qui se déroulaient du 9 au 11 mai dernier à Windsor, en Ontario. Et avec ses bonnes performances, il a officiellement réussi à se qualifier sur l'équipe canadienne pour les championnats du sauvetage sportif du Commonwealth RLSS 2025 au Pays de Galles. La compétition qui aura lieu du 10 au 13 juillet. Et ce n'est pas une première pour Marc-Antoine Bernier qui en est à sa 4e compétition mondiale. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la chaleur reste, mais la pluie va venir nous rendre visite en région. Ah oui, là, ce sont des journées très humides qui s'en viennent dans les prochains jours. Ce soir et cette nuit, ce qui nous attend en Abitibi, c'est un minimum de 14. Du côté du Témiscamingue, on a un petit 30 % de probabilité d'averse de pluie avec un minimum de 13 degrés. Demain, sur l'ensemble du territoire, on aura une alternance de soleil et de nuages avec 40 % de probabilité d'averse de pluie, surtout le matin avec un minimum de 27 pour l'Abitibi et de 24 pour le Témiscamingue. Et ensuite, pour vendredi, on aura une alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averses partout en région, avec un maximum de 26 en Abitibi et de 22 au Témiscamingue. On va se croiser les doigts pour qu'il y ait du soleil demain et pas de pluie parce que les journées pluvieuses s'en viennent presque tout le long du week-end. Oui, exact. On croise les doigts, effectivement. Merci, Justine. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous informer chaque soir. Excellente soirée à vous.